Cette dernière après-midi du banquet consacré à l'Espagne et à la littérature contemporaine, on s'est beaucoup attardé sur le poids de l'histoire du XXe siècle dans la littérature contemporaine espagnole, singulièrement celui de la guerre civile. Les 2 premiers jours ont été presque entièrement consacrés à ça. Ce matin, à travers le personnage de Max Aube aussi, nous en avons reparlé. Et cet après-midi, il y a deux aspects différents qui concernent aussi les traces de l'histoire dans la littérature. Il y a d'abord Kiko Herrero qui a publié il y a quelques mois chez POL un roman qui s'appelle Sauf qui peut Madrid, qui est un roman qui va nous permettre de nous rapprocher de l'époque actuelle, puisqu'on va voir comment les années 60, 70 et 80 à Madrid et dans la Sierra de Madrid imprègnent tous ces petits textes, tous ces souvenirs. Et ensuite, on terminera avec Michel Moner, avec Cervantes, quoi. Tout commence et tout finit par Cervantes, évidemment. Alors, Kiko, on a dit 2 mots hier sur votre biographie. Vous êtes né en 1962 à Madrid. Et la particularité, c'est que vous avez vécu ces années du franquisme finissant. Et puis, au milieu de la Movida, dont vous avez été un acteur assez tenace, actif, voilà, c'est le mot que je cherchais. Au milieu de cette Movida, vous partez à Paris. Et vous vivez à Paris depuis 30 ans, où vous êtes galeriste, sans rapport direct avec la littérature, avec beaucoup de rapports avec l'art, mais sans rapport direct avec la littérature. D'abord, dites-nous si c'est public. Pourquoi est-ce que vous avez fui? Est-ce que vous avez fui Madrid? En tous les cas, vous en êtes parti. Pourquoi tout d'un coup vous avez envie de couper? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? D'accord, c'est sûr que le titre déjà, Sauf qui peut Madrid, indique que je suis parti un peu en courant, ou on va dire ceux qui vivaient à Madrid, quelqu'un comme moi, puisque c'est un roman qui s'inspire un peu sur ma vie, Avant de commencer et de te répondre, parce que j'ai compris que c'est comme ça qu'il faut faire, vous remercier à tous d'être là. Et comme m'ont dit et répété Alphonse Cervera et Victor del Árbol, qu'ils n'ont jamais vu un public aussi passionné et aussi attentif. Et aussi remercier à Jean-Michel. Aujourd'hui, je l'ai appelé Jean-Michel, hier, je l'appelais Dominique, mais bon. Mais c'est un bon collectif, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'organisation qui s'appellent Dominique, donc il faut aussi les remercier, voilà. Voilà. Et dire aussi peut-être quelque chose sur ce lieu qui, hier, on a beaucoup parlé des 2 Espagnes. On pourrait dire aussi qu'il y a deux France, et dans ce lieu, elle se symbolise et elle se représente incroyablement avec ce mur qui nous sépare d'un monastère où se réunissent des curés, des moines un peu... Beaucoup. Un peu beaucoup. Donc il y a les 2 côtés de la France, et c'est pas mal d'être de ce côté-ci. Donc à la question, je suis né à Madrid, et j'ai vécu jusqu'à 25 ans, et je suis parti en France. Et il y a peu de temps, il y a 3 ans, j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire quand j'avais 50 ans. Donc c'est pas la symbolie des chiffres, mais ça coïncide que c'est 25 ans de vie à Madrid, 25 ans de vie en France. Et peut-être le besoin d'écrire ce livre, Sauf qui peut Madrid, est parti de la maladie d'une des sœurs qui était restée à Madrid. Une sœur qui, par ailleurs, s'était déclarée schizophrène à l'âge de l'adolescence, et qui était un être auquel j'y tenais beaucoup, puisqu'évidemment c'était quelqu'un d'assez fragile et de très touchant et avec sa maladie qui a duré 8 mois et sa mort, j'ai dû faire beaucoup de voyages, des allers-retours entre Paris et Madrid, puisqu'à chaque fois c'était vite, il faut venir, c'est la fin, et comme ça pendant 8 mois.
Et dans tous ces trajets, dans tous ces attentes, dans les aéroports, dans les queues à Noël, dans les gares, puisque je suis allé en train, en bus, en voiture, en avion, bien sûr en low cost, dans le stress du low cost, dans des queues terribles, j'ai eu ce temps de réflexion et ce temps en fait, c'est pas moi je ne suis pas allé chercher mon passé, c'est mon passé qui a surgi et qui s'est présenté à moi. Et j'ai commencé à écrire des petits chapitres, des petits contes, hier Jean-Michel a dit, c'est des petits chapitres qui ont un début et une fin, qui peuvent raconter un personnage, qui peuvent raconter une anecdote ou la pâtisserie d'en bas avec la mère boulangère, etc. Bon, les petits commerçants, la vie madrilène au départ, c'est de la fin du franquisme, de mon enfance. Voilà. Alors, donc, on a compris qu'il ne va pas répondre à pourquoi il a quitté Madrid, mais on verra à la fin. L'enfance dans cette ambiance du franquisme finissant, le premier texte est quand même assez incroyable. Est-ce que vous pouvez nous lire La Baleine ? Bien sûr. La baleine, bon, peut-être vous allez comprendre certaines métaphores. Et d'ailleurs, elle s'est retrouvée, peut-être sur la construction du livre, elle s'est retrouvée au début d'une façon presque hasardeuse, puisque, comme j'ai dit, j'ai écrit ces souvenirs selon ils me venaient. Et après, je les ai mis en ordre chronologiquement, avec le hasard que le plus ancien, c'est-à-dire c'est une histoire que je n'ai pas vécue, mais qu'on m'a beaucoup racontée et que je raconte telle que je l'imaginais en fait. La baleine. Par la route de la Corogne, le convoi franchit le col de los Leones à 1600 mètres d'altitude. Une remorque est tirée par 20 hommes et 8 bœufs galiciens de 2 tonnes chacun. En descente, la cargaison entraîne la caravane. Couverte d'une bâche en lin goudronné, ficelée comme un rôti, le cadavre d'une baleine de 18 mètres de long trace son chemin. La Cruz de los Caídos apparaît entre les rochers de granit. Madrid, destination finale, est proche. La baleine s'est échouée sur la côte atlantique. Des forains l'ont récupérée et vont l'exhiber à la capitale. Jamais un animal de cette taille n'a franchi la steppe castillane pour atteindre Madrid. Ville sans fleuve, ville sans port, ville absurde au milieu de nulle part. Le soleil fait fondre le cétacé. Enfin, l'arc de triomphe franquiste, porte ouest de la ville, suit un terrain vague. Les forains s'y installent. À droite, le ministère de l'Air. Face à lui, les premiers pâtés de maison du quartier de la Moncloa. À ma naissance, ma famille a déménagé dans cette ligne d'immeubles. Perchés au 6e étage, nous pourrons contempler la baleine morte. Les forains construisent une palissade, élèvent des gradins, montent un kiosque. Le 15 août, jour de la Vierge de la Paloma, patronne de Madrid, ils vont dévoiler la bestialité inerte. Venez voir le monstre marin. Venez contempler le plus grand carnassier de tous les temps. Ne ratez pas le mastodonte qui avala Jonas, le cachalot qui dévora Pinocchio. Mes parents ont invité des amis, des voisins pour assister de la terrasse à l'exposition du cétacé. Tout le monde est révulsé par les émanations putrides qui se dégagent de la masse de chair. La puanteur est insupportable, mais la curiosité du public est plus forte. Les notables de la ville ont pris place au centre des gradins. Il faut faire attention à ne pas glisser sur le liquide gras et pestilentiel qui sointe de l'animal. À 13h, la baleine sera découverte. Pour un duro, pièce de 5 pesetas, les spectateurs ont le droit à une place et un mouchoir imbibé d'eau de Cologne. On danse et on mange, on spécule sur l'animal, sa forme, sa texture, ses mâchoires. À midi, le thermomètre atteint les 40 degrés. Les forains s'efforcent d'éponger les flots de liquide qui ont transformé la terre battue en boue. Ils installent des planches en bois pour ménager des passages. Le monstre cuit littéralement en papillote. Le public, dégoûté par l'odeur du cadavre, s'impatiente. Enfin, le maître de cérémonie annonce le déballage de la baleine. Les tambours redoublent, les forains coupent les cordages, tirent la bâche et font apparaître l'animal. Le public est pris de panique. Le cétacé est en décomposition. Par grappes, des milliers de vers grouillent dans les barbes de la baleine.
Ils sortent de tous ces orifices, bouche, ouïe, anus. Le relent nauséabond se répand comme un gaz toxique. Pas un brin de vent pour emporter la puanteur. En cortège désorganisé, le public quitte les lieux. Les tissus en fermentation de la bête se désagrègent et la masse gluante de ses entrailles s'éparpille en avalanche. J'entends encore les notes diffuses de la musique, la clameur populaire. Je ressens la chaleur suffocante. Je revois la masse de chair et le public minuscule. Je doute de ces visions et je me demande si je ne les ai pas reconstituées d'après les narrations de mon père. Une certitude, l'odeur de putréfaction, l'odeur de la mort. Donc, voilà. Alors c'est évidemment un très beau texte et en même temps toute la mécanique du livre, toute la profondeur du livre, toute la musique est là. C'est-à-dire que, bon, on va pas faire de surtexte, mais nous sommes dans les années du franquisme finissant, quoi. Le régime est un tout petit peu pourri quand même, donc on voit bien. Et en même temps, il y a déjà posé cette question de... je suis pas sûr de l'avoir vécu. Voilà, c'est la question des souvenirs d'enfance. Il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Jean-Baptiste Aran, qui a écrit un livre, je ne sais pas si c'est la première phrase, où il disait « Je n'ai pas la mémoire des souvenirs ». Et c'est cette question-là. De quoi est-ce qu'on se souvient exactement? Oui, ben, c'est exactement, c'est vrai que ce premier chapitre dit dans cet extrait, je ne sais pas si je l'ai vécu, je ne sais pas si je me souviens. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que d'ailleurs, on peut dire que ce livre est un essai sur la mémoire et sur le temps et sur la recherche de ce qui reste, des traces de ce que nous avons, de ce qu'on nous a raconté ou de ce que nous racontons souvent en famille ou entre amis et que nous répétons autant de fois que les histoires finissent par se distorsionner et reprendre des nouvelles formes. Donc oui, dire... C'est tout le mouvement du livre, quoi. C'est tout le mouvement du livre et dire que c'est assez paradoxal, mais les souvenirs de mon enfance, en fait, je pense que plus les souvenirs sont lointains, plus on les retouche et on les refaçonne de telle façon qu'ils sont plus heureux. Et du coup, ça coïncide, c'est assez paradoxal que la partie la plus heureuse et la plus joyeuse du livre coïncide avec la fin du franquisme. Et plus le livre avance, plus les souvenirs sont rapprochés et plus la réalité est là. En fait, moins la légende apparaît. Parce que je pense qu'avec les souvenirs, avec la mémoire, on finit par construire une légende, c'est-à-dire quelque chose qu'on a songé avoir vécu. Quand vous relisez votre livre, je ne sais pas si ça vous arrive, mais au fond, le portrait de l'Espagne qui transparaît du livre, qui remonte du livre comme ça, c'est un portrait très... D'abord, c'est très bien écrit, les histoires sont formidables, et il y a quelque chose qui se dessine, qui est cette Espagne en noir et blanc, un peu, d'abord des années 60, 70. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce que, par exemple, les 2 jours qui viennent de s'écouler, on a eu deux écrivains qui sont... furieusement dans l'Espagne d'aujourd'hui, avec ces débats politiques d'une intensité incroyable, qui renvoient aussi à ces périodes-là. J'avais l'impression que vous voyez ça comme une espèce d'orage qui vous tombait dessus un peu. Et cette Espagne-là, qui est la même, par rapport à la leur, comment est-ce que vous vous êtes senti là? En fait, hier, avec mes collègues espagnols, j'avais l'impression de m'être absenté pendant 25 ans, chose qui est vraie, oui. Et être devenu un petit peu français et avoir appris un peu l'expérience de la démocratie et l'essai d'apaisement entre la France qui vit là et la France qui vit de l'autre côté.
Et avec, je pense aussi que c'est avec la crise, bien qu'eux, ils écrivent depuis longtemps sur ce sujet, les esprits se crispent de plus en plus. Et d'ailleurs, on le retrouve un peu à la fin du livre. Il y a un épilogue où c'est un peu le passé récent. Ça parle un peu de la maladie de ma sœur et comment je retrouve Madrid après les multiples transformations démocratiques, architecturales, économiques. C'est-à-dire, il y a des lignes de métro multiples, des ponts, l'explosion de l'économie, comment ça s'appelle, des centres commerciaux partout, gigantesques, une euphorie totale qui tout à coup en 2007 ou vers 2007 s'effondre et le pays tombe dans un chaos proche je le compare à la peste de 1348 qui créa des ravages dans l'Europe entière. On voit les immigrés devoir partir, on voit de la xénophobie apparaître, on voit les vieilles blessures ressurgir avec une grande violence et se polariser encore une fois sur la guerre civile qui n'a pas encore fini. Je pense que c'est assez grave. Mais en même temps, il y a une espèce de... Ils sont vraiment debout, ils sont à 100 à l'heure, il faut les suivre, ça vit, quoi. Et c'est compréhensible, parce que je pense déjà que ça ne vient pas de leur part, sinon ça vient de la part d'une droite qui n'a jamais accepté leur défaite. Eux, ils disaient que ce n'était pas une défaite, puisque c'est une continuation, mais quand même, ils ont été un peu humiliés de devoir supporter des homosexuels dans les rues, l'avortement, etc. Des choses. La droite forte en Espagne n'a jamais accepté la démocratie. Donc, je pense que cette fougue de mes amis vient de cette intransigeance des autres qui veulent pas laisser la place et qui veulent pas simplement reconstruire ou retravailler ou repenser pacifiquement le passé, voir ce qui s'est passé et donner des noms aux morts dans des charniers, des choses absolument évidentes. Alors, je vais vous demander vous avez parlé de la peste noire à la page 263. Si vous pouvez lire ça, parce que c'est sur le pari littéraire du livre, sur la question la vieille question du réel et de l'imaginaire, c'est quand même c'est parlant. D'accord. Peste noire. Alors que Sibylle agonise à l'hôpital, une crise noire se répand depuis les États-Unis jusqu'en Europe et frappe de plein fouet la région de Madrid. Des centaines de milliers d'Espagnols se retrouvent à la rue. En outre, un désespoir et un fatalisme désastreux s'emparent de la population. Les mères mendient, les enfants volent, les adolescents se prostituent, les plus vieux perdent la tête et certains se jettent du haut du viaduc de la calle Bailén, comme le veut la tradition des suicides madrilènes. En témoignent encore des corps oubliés qui, sous le pont, sèchent au soleil, transpercés par les branches d'arbres. Sous les arcades de la Plaza Mayor, des familles ont installé des matelas, des réchauds et tout ce qu'elles ont pu sauver des mains des huissiers et des banques. La nuit, des hordes de fascistes encagoulés les arrosent d'essence et les enflamment. En Andalousie, des paysans massacrent des 10 saisonniers marocains à coups de pierre. À Ceuta, on tire à balles réelles sur les immigrés qui escaladent en masse les barrières électrifiées. Dans les eaux du détroit de Gibraltar flottent les cadavres d'Africains à moitié dévorés par les poissons. Leurs corps noirs et leurs viscères écarlates reluisent dans les plages et pourrissent entre les rochers. J'envoie une lettre à mon ami Amy avec un extrait du récit que Khaldun fit en 1348 sur l'épidémie de peste noire qui cette année-là ravagea le monde connu et en particulier la péninsule ibérique. Une crise noire vint fondre sur le peuple d'Orient et d'Occident. La culture des terres fut abandonnée. Les villes, les hameaux, les maisons se dépeuplèrent. Les édifices tombèrent en ruines. Les routes s'effacèrent. Les monuments s'effondrèrent, les nations et les peuples s'affaiblirent et tout pays civilisé changea d'aspect. En Espagne, à cette calamité s'ajoutèrent d'autres maux, des hivers rigoureux, des chaleurs excessives, des invasions d'insectes, des sauterelles, des tremblements de terre et la guerre entre chrétiens et musulmans, une guerre sans fin, une guerre de conquête et de reconquête, excitée par la voix de leurs prêtres,
Dans les discours du Dieu de miséricorde, Castillon et Aragonais brûlèrent vifs les hérétiques, des juifs et des sorciers. La famine s'associait à la peste et à la guerre, et les hommes, couverts de boubons et de pétéchis, s'entre-dévorèrent. La mort acheva les derniers ibériques, et les loups et les chèvres s'emparèrent de la terre. Donc là, il y a ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un léger dépassement de la réalité pour dire l'incroyable dureté de la crise en Espagne, parce qu'elle est très très dure. Vous mettez un tout petit dépassement. Oui, je fais un peu crise au carré, mais crise au carré. C'est un peu exagéré, mais ce n'est pas loin. Bon, évidemment, c'est un peu la littérature, donc, mais ce n'est pas loin de ce que j'ai vu. Et aussi, étant donné que je vais pas tellement souvent en Espagne, je vais 2 fois par an, depuis que je suis parti à Noël et peut-être en été, j'ai vu les changements avec un certain recul, c'est-à-dire j'ai pas été pris dans cette euphorie qu'ont subi les Espagnols, et j'ai pu voir ces changements. Et à ce moment-là, à partir de 2007, la catastrophe était dans tous les... On l'a respiré, on l'a touché, on la voyait dans les rues, voir vraiment des familles, ça c'est pas exagération, il y avait des familles avec des enfants, les grands-pères, avec un réchaud en plein centre de Madrid, ou les histoires d'émigrés qu'on tue à coups de pierre, ou des émigrés africains qui essaient de sauter et on tire avec des fusils sur des hordes de miséreux. Ça, c'est vrai. Donc, bon, après, c'est un peu de poésie, mais c'est pas tellement exagéré. Alors, ce qui est de très frappant dans tous les livres dont on a parlé, depuis le début du banquet, y compris dans les livres qui ont fait débat, celui de Cercas, celui de Trapiello, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui meut tous ces livres, qui les met en route. C'est, d'une certaine manière, la figure du père, qu'il faut soit sauver, soit réhabiliter, soit... Bon. Et vous, votre père, si je crois que je ne me trompe pas, il est mort à peu près au même moment que Franco. Il est mort 3 ans après. 3 ans après, voilà. Donc ça fait beaucoup, quoi. Oui, donc certaines personnes ont appelé Franco le père de la nation, donc voilà. Un peu comme toutes les dictatures. Et c'est vrai qu'il y avait cette symbolie de père qui avait sa main sur tout et sur tous. Et mon père, c'était un peu un père comment est-ce qu'on dit, en négatif, puisque lui, il était républicain, il avait été capitaine de l'armée républicaine, il était communiste, athée. Donc c'était une autre vision, c'était l'autre Espagne qui me surplombait. Donc il y a eu la mort de Franco quand j'avais 13 ans, et la mort de mon père quand j'avais exactement 18 ans. 18 ans, pratiquement 2 jours après que je devais passer mon bac. Donc, oui, aussi dire, et c'est un peu raconté dans le livre, que les dernières années de mon père, il a eu une maladie un peu, d'ailleurs suite à des séquelles de l'enfermement, de la guerre, oui, des camps de concentration franquistes et de prison. Il avait une emphysème, enfin, ces 5 dernières années, il a dépéri moralement et physiquement. Donc, en pleine adolescence, j'ai vu le franquisme dépérir, mon père dépérir et mourir, et voir subitement apparaître, ça serait trop dire, puisqu'elle a été vraiment très courte, une démocratie, et la prise de pouvoir, on va dire, dans la maisonnette, par ma mère, qui elle était plutôt, elle était enfant quand il y avait la guerre, donc elle avait même pas fini ses études, elle n'est pas très cultivée, mais elle a dû prendre en charge tous ces 5 adolescents et enfants et lutter avec presque rien. Donc c'est très conflictuel dans ma vie et dans l'histoire du pays. Il y a une histoire sur votre mère et sur votre sœur aussi qui était quelqu'un qui disait la vérité comme il faut pas la dire, quoi, aux gens. L'histoire que vous racontez
sur des voisins, je crois, franquistes, qui viennent voir votre mère, qui dit on pourrait aller ensemble à la messe dimanche. Oui, c'est ma sœur, celle qui devient schizophrène. Dès son enfance, c'était un enfant très, très sensible, mais aussi qui avait un caractère très particulier et qui ne savait pas dissimuler, qui avait une franchise désarmante, parce que vraiment, il n'y avait pas un autre mot. Donc, quand on était enfant, vers 5 ou 6 ans, toute la famille, on est allé passer les vacances dans un village de la Sierra, dans les montagnes au nord de Madrid. Et une voisine très, très gentille et très catholique est venue se présenter à ma mère et lui a dit « Ah, bienvenue, voulez-vous venir avec nous dimanche à la messe ?» Ma mère ne savait pas quoi répondre. Oui, bon, peut-être, en fait, je ne sais pas encore avec le voyage, si on va arriver le matin ou l'après-midi. Et ma soeur, qui devait avoir 16 ans, dit mais maman, pourquoi tu dis ça? Nous sommes athées et communistes, nous n'allons jamais à la messe. Puis là, il faut imaginer la tête de ma mère et de la voisine. Alors, donc, on a compris que tout au long du livre, le rapport à l'histoire, c'est un rapport au souvenir, un rapport à l'intime. Et il y a un texte qui parle de ça assez brillamment, qui est Les ciseaux. Ça vous ennuie pas de lire? Ah non, bien sûr. Peut-être je lis un peu lentement, peut-être, mais bon. Non, ça va. En fait, je sors des liaisons, des choses comme ça. La littérature, ma foi, il vaut mieux toujours l'entendre que... Les ciseaux. Alors, je me rappelle même pas. Ah, si, je vois celui du grand-père. Le père de mon père était un militaire castillan. Il vivait à Ciudad Rodrigo, village fortifié près de Salamanque. Il est mort en laissant 4 enfants en bas âge. Je sais qu'il a fait la guerre de Cuba, la guerre de 1998, contre les États-Unis. 1898, pardon, contre les États-Unis. Pour le reste, j'ignore tout. Où es-tu, grand-père de Ciudad Rodrigo? Dans un placard. Un placard? Dans un placard chez ta tante Gigi. Elle m'a coupé, découpé, déchiré. J'étais un homme entier, de la tête aux pieds, puis elle a supprimé mes jambes, puis mon bassin. Je me tenais droit, hiératique. Je la fixais droit dans les yeux, mais elle ne laissa de moi que la tête. Ma tante Gigi est la mémoire de la famille. Elle nous transmet la culture ancestrale de la Castille et de la diversité espagnole. Elle nous apprend des chansons et des poèmes. Pour chaque événement, chaque situation, elle connaît un proverbe. Dans son appartement, les murs sont recouverts d'images. Elle a une dévotion pour les photos de son clan, une vénération pour celles qui représentent l'esprit laïque, l'intellect et le progrès. Elle encadre des Goya, des Raphaël, des Modigliani arrachés dans des livres. Elle accroche des portraits de Lénine, de Beethoven, de Neruda. Son appartement est un musée, un hymne à sa vision de l'humanité. Mais grand-père, où es-tu? Ne cherche pas, tu ne me trouveras pas. Je suis dans le noir et personne ne me voit. Grand-père, on m'a dit que tu as une barbe et une moustache, pourvu que ta tante ne me la coupe pas. Gigi garde toutes ses correspondances, celle de son mari fusillé à 25 ans par Franco, celle de son frère aîné, mon père, celle de Kelly, sa fille unique, celle de ses amants, de ses amis et aussi de ses ennemis. Elle conserve des articles de presse qu'elle découpe et qu'elle classifie. Elle réécrit à la main les discours fleuves de Fidel Castro. Elle garde des briquets vides, des lunettes dépassées, des dents de lait, des mèches de cheveux, le dentier de sa mère. Elle empile des revues, elle entasse des journaux, elle amasse des objets, Sedna en caoutchouc, une corne de licorne. C'est un lord anglais qui me l'offrit. Un chien assis taillé dans du noyer, des cendriers, des boîtes d'allumettes, des sachets de sucre. Grand-père, il ne reste rien de toi? La crainte et l'oubli. N'avais-tu pas une montre, un monocle, une pipe? Du grand-père, il n'y a pas de trace, rien. Seule la phrase « il a fait la guerre de Cuba ». Pas de description détaillée, pas d'histoire. Avait-il abusé de Gigi? Frappait-il sa femme? Était-il alcoolique, schizophrène, paranoïaque? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette disparition du récit familial? Grand-père, es-tu encore vivant quelque part dans une prison, dans un hôpital? Vis-tu à Caracas ou à Buenos Aires? Je ne suis qu'une tête sur du papier jauni, dans le noir d'un placard. Fais-moi signe et je te sauverai, donne-moi une piste.
Ma tête est tailladée par les ciseaux de ta tante. Elle coupe et découpe, elle arrache, elle plie, elle colle et recolle pour construire une mémoire. Méfie-toi de cet édifice jonché de totems et d'idoles. Méfie-toi de ce temple dont elle est la seule prêtresse. Je trouve une clé. Elle ouvre le placard verrouillé de la salle à manger. À l'intérieur, un portrait. La tête d'un militaire. C'est une photo ancienne, grandeur nature. Retravaillée à la mine de plomb, on dirait un dessin. L'homme me fixe dans les yeux. Tu m'as enfin trouvé. C'est ici que ta tante m'a cloîtré depuis de longues années. Cette photo me représentait de la tête aux pieds. Gigi m'a saucissonné et n'a laissé que mon visage. Ton père mourra, ta tante et ton oncle mourront. Ils mourront tous dans le silence. Tu ne sauras jamais qui j'étais ni ce que j'ai fait. Jamais tu ne comprendras pourquoi on m'a condamné à l'ombre, pourquoi dans le panthéon familial, Gigi m'a assigné cette place indigne. Tu portes dans ta chair ma faute, en toi les stigmates de mes actes. Alors, cette dernière phrase, par exemple, tu portes, c'est ce qui m'a frappé, moi, tu portes dans ta chair ma faute, en toi les stigmates de mes actes. C'est très exactement tout ce qui déclenche les romans ce qu'on appelle les romans de la mémoire historique, évidemment. Ceux de Victor Delarbol, par exemple, c'est impressionnant. À chaque fois, la même question est posée. Comment les enfants peuvent justifier les fautes ou les actes ou les actes de leurs parents. De leurs parents. Et surtout quand on a eu que des bribes de leur vie et de leur personnalité. Puisque encore hier, ils ont beaucoup parlé du silence, de pourquoi il y avait pas, on transmettait pas l'histoire du passé, l'histoire de la guerre, même l'histoire des ancêtres. Alphonse Herrera et Victor Delarbol, les deux, ils ont dit que c'était la peur, une peur qui paralyse les Espagnols. Moi, je ne suis pas certain. Je suis pas certain que ça soit la peur. Je pense que c'est plutôt c'est difficile, c'est plus compliqué. En tout cas, dans une ville à Madrid, peut-être dans un village, oui, la peur est très présente. La Guardia Civile, on la croise, les voisins sont des yeux. Mais pour quelqu'un de la classe moyenne, dans une ville comme à Madrid, comme capitale, je pense qu'il y a quelque chose, je ne trouve pas le mot, mais c'est plus on ne parle pas du passé, en fait. C'est quelque chose comme ça, d'espagnol. Je ne crois pas que ça soit pour la guerre. Ça a toujours été comme ça. On n'essaye pas de... Il y avait aussi, ce que disait Victor hier, la peur que ça revienne. Parce que la démocratie espagnole, elle a paru à quelques moments un peu fragile. Et l'épisode du sucre, hier, c'était tout à fait impressionnant. On se tait parce qu'on ne sait jamais si ce qu'on va dire pourra peut-être vous être reproché demain. C'est ça aussi. Oui. D'ailleurs, l'épisode dont il parlait, moi, j'ai eu un souvenir assez similaire. Et là, c'était plutôt comment la petite épicerie en dessous de chez mes parents, elle a été... Mais dévaliser les gens ont tout de suite, ma mère la première. Le jour du coup d'État. Le jour du coup d'État. Même quand il y avait encore les militaires, tout le monde a commencé à bouger. Certains sont partis de la maison. Mon père était parti de la maison. Il était disparu pendant une semaine mystérieusement à la mort de Franco, puisque là vraiment on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Mais en 81. Quand il y a eu cette tentative de coup d'État, il y a eu les gens étaient vraiment bouleversés et se sont jetés sur la nourriture et sur les objets en pensant que ça allait être encore une fois que ça recommençait. Ouais, on fait des provisions, on a connu ça nous aussi, mais bon. En mai 60, les bouteilles d'huile qu'on stockait, tout ça. Ouais, ça s'était passé. D'ailleurs, attends, excuse-moi. Puisque aussi Victor, il disait que la dernière administration nettoyée qui est restée franquiste était la police, et moi je pense que la dernière était quand même l'armée, puisque ça coïncidait. Je suis parti à Ceuta, qui est une ville, une colonie, une place espagnole au Maroc, et justement où on avait envoyé
pratiquement tous les, parce qu'il y en a eu 2 ou 3 qui sont allés en prison pendant quelques mois, et les autres officiers, on les a, les généraux, etc., on les a envoyés, les putschistes, on les a envoyés dans les colonies. Et quand je suis arrivé en 82 à Ceuta, en fait, pour faire l'armée, l'Espagne, pour faire l'armée, ouais, pour faire l'armée. Il y en a 3 chapitres qui en parlent. Il n'y avait pas, les drapeaux étaient encore les drapeaux avec l'aigle impérial. Dans le bureau de mon capitaine, il y avait un drapeau, un tableau à l'huile de Franco et une petite photo du roi, jolie d'ailleurs, qui était comme ça au soleil. Donc eux, ils vivaient vraiment au temps de Franco, en 82. Donc, et je pense que quand je suis parti, ça a dû encore durer un petit peu. Alors là, maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose d'un peu plus peut-être compliqué pour nous, hein. Pour nous à comprendre, je veux dire. Il en a été très brièvement question hier, dans l'intervention que vous avez faite au milieu du débat sur la mémoire historique. Vous avez avancé que peut-être on avait tort de faire, vous me dites si je restitue bien ou pas, on avait tort de faire partir toute la réflexion que l'on avait sur les traces de l'histoire, de la mémoire historique dans la littérature. On faisait partir ça de la guerre civile, et en fait, vous dites il faut remonter à Ferdinand VII. Vous avez dit il faut remonter à Ferdinand VII, oui, je pense, et vous avez prononcé quelques phrases mystérieuses, donc maintenant, vous allez pouvoir vous expliquer davantage. D'accord, les phrases mystérieuses, c'est Vivan las cadenas, non, vive le roi absolument absolu, Vivan las cadenas. Ouais. Vive les chaînes, ce qui est quand même... Vive le roi absolument absolu, donc, vive les chaînes. Et ça, tous les Espagnols connaissent ça, et en fait, quand je disais hier que la guerre civile n'a été qu'un épisode de plus de l'Espagne noire, que moi je pourrais dater, on pourrait la dater à partir de la naissance de la nation avec l'expulsion des Juifs, Jeanne la Folle qui était la reine la plus puissante du monde et qui vivait enfermée sans fenêtre et surveillée par des gardiens. Bon, enfin, ça peut remonter assez loin. Mais le vrai début de cette histoire noire, moi je pense, commence après les révolutions, la Révolution française et les révolutions nationalistes, et avec comment l'esprit des Lumières s'est répandu en Europe, comment il est arrivé en Espagne. Il y a eu, sauf que Napoléon était un peu brut. On parlait de ça hier soir. Il est arrivé à coups de canon, l'esprit des Lumières en Espagne, ce qui n'est pas la meilleure manière de se faire Goya, entendre. Qui était un afrancesado, c'est-à-dire quelqu'un qui était plutôt libéral, on va dire, pour l'esprit de la Révolution. On a été bouleversé, on le voit dans ces tableaux. Donc il y a eu les guerres napoléoniennes qui ont fait beaucoup de sang, qui ont déchiré beaucoup les familles, puis la restauration de l'absolutisme avec, et d'ailleurs là vous êtes là, bon, vous, pardon, la France est pour quelque chose, parce que c'est avec les 100 000 fils de Saint-Louis que la Triple Alliance, c'est-à-dire les absolutistes qui s'étaient réunis, je ne sais plus, c'était la Russie, l'Autriche et la France, ou la quadruple, j'ai oublié, refont des guerres, font sortir Ferdinand VII, qui était le roi Bourbon, auquel on avait enfermé après avoir déclaré la première constitution libérale en 1812. Il y a eu déjà des épisodes comme aurait pu être la République, avec un moment important dans les arts, dans les lettres, dans l'esprit. Et les 100 000 fils de Saint-Louis ont libéré le roi et le peuple vraiment de guerre lasse, puisqu'ils avaient subi des décennies de guerre civile, de restauration, ont crié cette fameuse phrase. Ouais. Vive le roi absolument absolu, vive les chaînes. Vive les chaînes. Et ouais. Ferdinand VII, on l'appelait vraiment l'imbécile. On l'appelait de tout le nom, c'est vraiment lui là. Sympathique. C'est le fameux portrait de la famille royale de Goya, où on voit une famille complètement assez monstrueuse, avec la grand-mère qui est une sorte de tache, il n'y a que les enfants qui encore ont un visage. Et donc, d'après vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Que là naît l'acceptation
d'un certain asservissement pour oui, que cesse... à être habitué que ce soit l'Église Ouais. et les dominants qui aient le pouvoir et que le peuple doit se taire et c'est comme ça. Je pense qu'il y a... C'est intéressant parce que c'est vrai dans l'histoire d'Espagne, tout remonte très loin. Et ça, c'est assez clairement à cette période-là, vous avez raison, que quelque chose, malheureusement... Donc, quand on se fixe sur la guerre civile, je pense que c'est trop remuer le couteau dans la plaie trop récente. Et il vaut mieux comprendre la chose d'une façon plus large et comprendre qu'il faut, s'il y a deux Espagnes, il faut bien qu'ils s'entendent et il faut bien trouver des solutions pacifiques. Alors, j'aimerais bien que vous lisiez Vive les chaînes, là c'est un texte court, et en plus il y a... Alors ça c'est vraiment un truc... La mort de votre oncle, ça, c'est un truc extraordinaire. Ça doit pas être vrai, mais c'est quand même... Ça c'est génial. Il meurt pas en fait à la fin. Non. Oui, c'est vrai. Vive les chaînes. À l'aube, mon oncle de Cadix, Pepe, traverse à pied la mer qui, à marée basse, laisse place à des marécages. De Puerto Real, son village, il se dirige vers le fort de l'île du Trocadéro. Il y a 150 ans, la Sainte Alliance a confié à la France le soin de donner une leçon aux libéraux espagnols. Avec cette bataille qui donne nom à la place du Trocadéro de Paris, les réactionnaires européens permettent à Ferdinand VII, l'imbécile, de restaurer l'absolutisme en Espagne. La population de Garlas acclame le monarque. Vive le roi absolument absolu. Vive les chaînes. Du haut des ruines du fort de Trocadéro, mon oncle Pepe contemple le lever du jour sur la ville de Cadix. Tous les matins, il s'engage à la nage dans les eaux profondes de l'Atlantique. Il nage et ouvre des yeux d'un océan plat, les eaux d'un océan plat. Un espadon, dans sa course folle, lui transperce de part en part l'abdomen. Le poisson se débat pour se dégager et l'enfuit dans les profondeurs dans un nuage de bulles et de sang. Mon oncle voit la lumière s'assombrir et disparaît sous les flots. Il sent la mort le happer, l'aspirer dans les abîmes. C'est la fin. Dans un dernier effort, il serre la gueule de l'animal et puis rien, le noir. Mon oncle Pepe ignore comment il a échoué sur la plage de Cadix. Une semaine plus tard, il se réveille dans son lit en délirant. Avec mes 6 cousins, nous sommes à son chevet. Nous chantons et récitons à tour de rôle selon les prescriptions de mon père. Jamais nos deux familles n'ont été si proches. Cet été-là sera le premier et le dernier que nous passerons ensemble. La rencontre entre cousins produira une alchimie explosive. Nous transgresserons tous les tabous et nos parents nous interdiront de nous voir à jamais. J'avoue que la rencontre avec l'espadon, ça me... Ça c'est vrai que je ne sais pas non plus si c'est très vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ou alors c'est très bien inventé, quoi. Donc, on va revenir près après la mort de Franco, donc dans ce mouvement de libération mentale comme ça, très violent, qui saisit des gens qui ont 20 ans, 22 ans, 25 ans. Hier, vous disiez avec un peu comment dire, d'humble repentir que vous aviez été pris par une folie peut-être excessive à ce moment-là, mais bon, après tout, quand on sort du franquisme, il faut y aller. Et donc, ça s'appelait la Movida, et en France, le marketing a vendu ça comme la transition démocratique. On a tous été persuadés que des millions d'Espagnols, tous les soirs, passaient leur nuit à danser et à boire dans les rues. Chose qui était vraie. Bon, peut-être pas dans tous les villages du fin fond de la Galice, de l'Andalousie, mais si. Il y a quand même eu quelque chose qui s'est déchiré. Quelque chose s'est déchiré. Dans tous les villages. Je pense, encore une fois, ma vie coïncide. Comme Franco mort, j'ai 18 ans, donc évidemment, j'entre dans l'âge de m'amuser, de draguer, etc. Et ça coïncide avec la censure est abolie, les mœurs se transforment. Donc je vais un peu glisser dans une pente rêve qui va me conduire un peu à devoir partir. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de répondre à la question de pourquoi je suis parti. Je suis parti parce que si j'étais resté, je pense que je serais mort, ou non, peut-être pas mort,
quoique, ou comme beaucoup d'amis de cette époque que je revois complètement alcoolisés, avec un gros ventre et avec complètement des délires complètement pathétiques. En général, ça pue un comptoir, c'est pas une table. C'est pas une table. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire cette violence-là, elle peut vous entraîner au fond, c'est ça, quoi. Voilà, tout excès conduit peut être, ne peut ne pas être bon. Et la même chose qui s'est passée en Espagne, puisque c'était normal que l'Espagne s'éclate. Et je vous assure que dans tous les villages, même dans des villages de 200 habitants, il y avait au moins 3 bars de nuit qui fermaient à 5 heures du matin. Mais le dernier des derniers des villages, c'était une explosion festive, totale festive, et pour aller voir le cinéma. Je me rappelle quand Emmanuel et le dernier tango ont été permis, il y avait des queues qui faisaient des kilomètres. Il y avait vraiment, j'avais jamais vu ça. Et qu'après, quand on voyait le film, on ne comprenait pas tellement pourquoi, parce que c'était pas non plus grand-chose. Et la question de la politique, est-ce que c'est la question qui séparait la jeunesse? Il y avait celle qui s'oubliait dans la fête et celle qui essayait de s'intéresser à la façon de transformer la société, ou c'était beaucoup plus entremêlé? Je pense qu'il y a eu un peu de périodes assez distinctes. Juste après la mort de Franco, quand rien n'existait, quand la démocratie était à faire, là tout le monde est tombé dans une folie politicienne, je l'ai dit hier. Tout le monde l'Espagne s'est divisée encore une fois en rouge et facho. Et donc, dans les rouges, il y avait des degrés, dans les fachos, il y avait des degrés, mais il fallait être dans un banc, et si on avait été amis, on devenait ennemis. Donc ça a duré le temps que ça s'est stabilisé, le temps que tous les partis politiques ont été admis, Donc une fois qu'il y avait déjà une démocratie, que le Parti socialiste est arrivé au pouvoir, donc c'est là que la fête et le délire a commencé, l'insouciance. Et à Madrid, il y a eu un maire qu'aucun Madrilène ne pourra oublier. Et la preuve, c'est quand il est mort, j'y étais à son enterrement, il y a eu plus de 2 millions de personnes dans les rues, derrière une carrosse un peu à l'ancienne, puisque c'était un professeur républicain, socialiste radical, assez vieux. Donc je pense qu'ils ont fait l'enterrement un peu à la 19e siècle, avec 6 chevaux, avec des plumeaux noirs, avec la marche funèbre, avec 2 millions de personnes. C'était vraiment très, très, très émouvant. Et ce maire de Madrid, Tierno Galván, je crois qu'il a pris son calendrier, il a dit le carnaval, que Franco avait interdit, bien sûr, parce qu'il était interdit de se masquer, un peu comme en France, de se masquer le visage. Un masque intégral. Un masque intégral. Donc le carnaval, encore, carnaval, normalement le carnaval fait une semaine, ben lui il mettait 15. Là, c'est quoi là, la mort de la Vierge, on met 10 jours. Et il a fait du calendrier, il y avait des fêtes tout le temps, il y avait, les rues étaient emplies de fêtes laïques, religieuses. Là vraiment, les religieux devenaient laïcs, les laïcs de religieux, c'était... Et ce qui est d'ailleurs, j'en parle un peu, et évidemment c'est en toile de fond, mais c'est aussi quelque chose, pareil que sur la mémoire franquiste, sur quelque chose que je n'ai pas voulu tomber, je le voyais comme un piège, je me disais non, la movida, non, parce que c'est vraiment une fausse, en fait ça correspond à une étape très, très courte et qui a laissé très peu de traces en fait au niveau artistique. Pour dire Almodovar, il y en a et Punto et peut-être 2 ou 3 autres, donc c'est pas une époque, peut-être pour ceux qui l'ont vécu, mais ça n'a pas laissé de grandes traces. C'est vrai que dans son acharnement à rester dans la finesse, la presse française nous a vendu la Movida comme un truc qui nous a empêché de voir le reste. Et quand vous vous penchez sur l'histoire de ces années-là, réelles,
Moi, je me rappelle que j'ai acheté dans un marché aux puces à Séville un album de photos. Vous savez que l'ABC, de temps en temps, fait des albums de photos sur telles années, tout ça. Il y avait les années de la transition, et on s'aperçoit de la violence incroyable qu'il y avait, des morts quotidiens, des attentats, des bombes, des morts dans les manifestations. C'est ce que disait Alphonse Helvet. Des manifestations massives, voilà. C'est vrai. Il disait on manifestait, la police tirait, il y avait 2 morts, donc on refaisait une manifestation pour honorer les morts de la veille, il y avait à nouveau des morts. C'était une violence extraordinaire quand même. C'est vrai, une violence extraordinaire, et dans les propos aussi, c'était très, très tendu. Mais ça a duré un certain temps. Après, ça s'est calmé. Je me souviens d'ailleurs d'un moment assez symbolique et qui correspond un peu à ce qui a pu se passer ici cette année en janvier. C'était une fusillade. D'ailleurs, c'était aussi en janvier. Je crois que c'était 1977, il y a un groupe de fascistes, des vrais fascistes, commandés, on ne sait pas très bien par qui. Il y a eu plein d'histoires par la CIA, par le KGB, enfin, il y a eu de tout. On a tout dit, et qui ont tué 5 avocats qui sont rentrés dans des avocats qui travaillaient pour des avocats syndicalistes, on va dire. Et c'est à partir le jour d'après, il y a eu une manifestation spontanée organisée par le Parti communiste, qui était encore illégal, qui était encore interdit à cette époque. Et après cette manifestation qui a été très bien organisée, même si spontanée, comme par le service de sécurité du Parti communiste, donc les gens se sont tenus à carreau, il n'y a eu aucun excès, même s'il y a eu des provocations des fascistes qui ont attaqué, qui ont essayé, mais ils ont réussi à tenir correctement la manifestation du début à la fin. Et la semaine d'après, on légalisait le Parti communiste. Donc c'est aussi, je dis ça aussi pour dire que des événements de ce type peuvent construire, ont construit la démocratie, peuvent construire quelque chose. Et que si on lit les livres d'histoire, on va dire que c'est Adolfo Suárez et Felipe González qui ont créé la démocratie, quand la démocratie, elle c'est dans beaucoup de sens, c'est le peuple, c'est les gens qui l'ont arraché par ce genre d'événements. Ma mémoire est courte, mais il y en a beaucoup d'autres. Bien, on va se quitter. J'aimerais sur... il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est Licor de Granada, mais enfin, on ne va pas lire tout le livre, parce que sinon, ils ne vont pas l'acheter. Donc, il ne faut pas tomber dans ce genre de truc. Mais sur ce qu'ont été ces années-là de folie, et sur votre je sais pas comment dire, votre libération, tout ça, c'est un très beau texte. Mais oui, c'est aussi sur les mœurs sexuelles, puisque évidemment... Ça allait avec, ouais. À cette époque, je découvre l'homosexualité qui passe d'être complètement interdit à être complètement accepté, voire bien vu. À la mode. À la mode, voilà, dans certains milieux, évidemment, dans le milieu où je traînais. Donc, ouais, j'aimerais que pour qu'on se quitte avec le dernier texte qui nous ramène aujourd'hui, et qui est une façon de rematar, comme on dit. L'aqueduc, ouais, s'il vous plaît. D'accord, qui est le dernier chapitre, oui. L'aqueduc. Cela fait maintenant 14 ans, peut-être 15, que je vis rue de l'Aqueduc dans le 10e arrondissement de Paris et que je travaille dans le 2e. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je me rends à pied à mon travail, 2 fois par jour. Aller puis retour. En moyenne, je vais de Stalingrad au Grand Boulevard et de Grand Boulevard à Stalingrad 300 jours par an. 600 trajets. Si on multiplie 600 par 14 années, cela fait 8400 déplacements du point A au point B. 8400 promenades de 2 km 385 mètres, égale 20 034 km. L'équivalent d'un voyage à pied de Paris à Moscou, de Moscou à Vladivostok, de Vladivostok à Hong Kong, de Hong Kong à Sydney et de Sydney à Adélaïde. 20 127 km. Chaque fois que j'emprunte ma rue, à l'instant où je traverse le pont en acier qui surplombe les voies ferrées de la gare de l'Est, je pense à l'aqueduc de Ségovie. Et l'aqueducto de Segovia, construction romaine composée de 20 400 blocs de granit, un bloc pour chaque trajet.
des blocs posés sans aucun mortier, liés par leur propre poids et qui tiennent depuis plus de 1000 ans grâce au parfait équilibre des forces. De l'aqueduc romain et l'aqueduc romain me transporte à Ségovie, ville austère du nord de Madrid. Plus de 8400 fois, je me suis souvenu de Ségovie et de son aqueduc. Et si ma promenade mentale m'amène à Ségovie, si les 166 arcs de son aqueduc inondent de ses voûtes mon esprit, la silhouette ronde et unique de Candido, le fameux cuisinier, m'apparaît comme un génie recouvert de graisse. Aqueduc égale Ségovie égale Candido. Casa Candido, enfant, quand ma famille allait à Ségovie, nous mangions chez Candido. Mon père le connaissait bien, il avait dératisé ses cuisines et toute la ville de Ségovie. Mon père connaissait tous les tenanciers de bars, auberges et restaurants de la péninsule, du plus pourri au plus sophistiqué. Candido, le personnage le plus illustre de Ségovie et de réputation mondiale, la carte postale la plus vendue de Castille. Candido découpe un cochon de lait à l'aide de 2 assiettes blanches. Pas besoin de couteau, tellement le cochonnet est tendre. Franco et ses ministres, des archevêques et des curés, tous mangeaient chez Candido. Felipe González, Carlos Sauras, Luis Buñuel. Récemment, la ville a commandé une statue en bronze en hommage à Candido, une statue grandeur nature. Candido, les mains en l'air, prête à dépecer un cochon de lait. Horribles statues réalistes qui envahissent l'Espagne de MTV, cheval de Troie de la culturation, l'Espagne ignorante et consumériste. Maintenant, les gens votent sur les commandes publiques. La tyrannie de la majorité, l'avènement de l'hombre massa de José Ortega y Gasset. L'homme masse, cet enfant gâté, conformiste, égalitariste qui rejette le passé, la raison et l'exigence morale. L'Espagne et l'Europe n'ont plus la capacité d'élaborer un concept, de féconder une idée. Candido égale acculturation égale homme masse. En revanche, qui se souvient du sacristain José Manuel Parada ou d'Arsenio Martínez Campo, militaire qui en 1878 signa la paix avec les rebelles cubains? Qui se rappelle de Pedro Delgado, le cycliste? À l'âge de 12 ans, il passa 3 mois alité avec une hépatite et faillit en mourir. Qui se souvient de l'inquiétude de ses sœurs Marisa et Victoria? Et Pablo Sanz, pourquoi n'a-t-on oublié cet acteur qui triompha dans le dialogue secret de Güero Vallejo? Il avait remplacé Ismael Merdo, mort étouffé par une tranche de jamón serrano. La mémoire des nations est sélective et l'Espagne pense avec l'estomac. Demain, je prendrai à nouveau ma rue pour aller travailler. Ce sera la 8401e fois qu'en traversant le pont de la gare de l'Est, je ferai le même parcours. L'aqueduc romain ne sera que la représentation de ma propre construction mentale. Je doute de la véracité de mes souvenirs. Comment retrouver alors les traces du réel, de son essence? Dans mon trajet quotidien, je repenserai aux monuments romains, à Ségovie, à Candido, aux assiettes blanches, à la statue en bronze, au populisme des dirigeants espagnols, à Marisa et à Victoria, les sœurs du cycliste. Je penserai que je veux éviter de penser à cette suite d'idées, mais en pensant à ne pas penser, je penserai et je comprendrai que quoi qu'il arrive, les souvenirs lointains sont durs à effacer, qu'il est impossible de ne pas penser à ce qu'on est, un cerveau qui associe des idées, surtout quand il marche. Deux précisions. Je m'excuse de vous reprendre, mais je refuse l'idée qu'on puisse mourir en mangeant du jamón serrano. Ça, c'est un. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est arrivé. Et deuxièmement, personne, rassurez-vous, n'a oublié Delgado. Perico no se pica. Ben, j'espère qu'ils n'ont pas oublié non plus ces 2 sœurs, ces pauvres sœurs. Ouais. Juste une dernière question. Dans un article très élogieux qu'un journaliste a consacré à votre livre, il y avait cette phrase au passage, c'est le premier livre qu'il écrit et ça sera peut-être le seul. Rassurez-nous, vous êtes déjà au travail pour un autre livre. Oui, au fait, oui. Mais bon, même si je l'ai conçu, je l'ai écrit comme une idée sans aucune vue vers le futur. Mais j'avoue que je me rends compte qu'il me manque beaucoup de choses à dire, qu'en fait, c'est des petits chapitres que je voulais écrire, j'en ai dû faire que le 20%, donc il me reste encore beaucoup, et je ne sais pas, je verrai, mais j'ai déjà commencé. Bon, donc à bientôt, Kiko, et merci. À bientôt, j'espère. Merci à vous.